Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. C'est l'image d'une équipe de campagne soudée derrière son champion, François Hollande. Le PS a présenté sa Dream Team aujourd'hui. Un message d'unité aussitôt chahuté par une nouvelle querelle nucléaire qui enflamme les relations entre socialistes et écologistes. Mais au-delà de ce énième couac, comment ce couple écolo-socialiste va-t-il pouvoir durer? C'est le débat d'éditorialistes ce soir avec Guillaume Tabar des Échos et David Revaud-Dallon du Monde. Et puis au Sénat, à présent, l'ambiance est de plus en plus agitée et les échanges très vifs. Les rappels au règlement se multiplient et les esprits s'échauffent entre une gauche majoritaire et une droite qui s'insurge contre un Sénat transformé selon eux en laboratoire de la gauche gouvernementale. Et puis cette question ce soir, y a-t-il un rapport entre la crise que nous traversons actuellement et la religion? Eh bien pour les évêques, oui, il y a un rapport partout en Europe. Ils prêchent ce sujet et proposent, tout comme des responsables politiques, leur solution de sortie de crise. Mais que valent-elles réellement? C'est le débat du 22h avec Monseigneur Potvin ce soir et le rédacteur en chef de Philosophie Magazine, Alexandre Lacroix, dans un instant. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. L'accord obtenu hier dans la douleur entre les écologistes et les socialistes ne contente finalement ni les uns ni les autres. Les Verts se disent trompés par le retrait d'un paragraphe du texte sur le MOX. C'est un combustible nucléaire et les socialistes, en particulier à Paris, s'indignent de l'arrivée de Cécile Duflot dans la capitale pour les législatives de 2012. On fait le point avec Fabrice Cunet. Au lendemain de l'accord entre le PS et les Verts, Bertrand Delanoë et ses proches ne décolèrent pas. Avec la candidature de Cécile Duflot aux législatives de 2012 dans la capitale, le prix serait trop cher payé. Il n'appartient pas à un accord politicien de décider de où va s'implanter telle ou telle personnalité, fût-elle une personnalité de premier plan du parti Europe Écologie Les Verts. Car pour les socialistes parisiens, la secrétaire générale des Verts vise clairement 2014 et la mairie de Paris. Il parle d'un parachutage capable d'affaiblir la gauche. Pourquoi est-elle attaquée? Parce qu'évidemment, c'est une personnalité qui réussit politiquement et ça inquiète des potentiels rivales ou rivaux. Donc c'est normal qu'ils réagissent un peu vivement, mais tout ça va se calmer. Depuis hier soir, à Paris, lorsque l'on parle de tension, il faut désormais regarder à droite comme à gauche. Et puis l'autre sujet qui fâche écologistes et socialistes s'appelle le MOX. Le MOX est un combustible nucléaire. Un paragraphe lui a été consacré dans l'accord signé hier prévoyant sa reconversion. Mais voilà, ce matin, le même paragraphe avait disparu sur fond de lobbying actif du groupe Areva. Bref, c'est un peu la cacophonie. On va essayer d'y voir un peu plus clair ce soir avec Mounir Soussi. Deux versions pour un même accord. 24 heures après son adoption, le texte signé par le PS et les écologistes est déjà remis en cause. Le compromis adopté par Martine Aubry et Cécile Duflot a subi une correction de taille, la suppression d'un paragraphe sur l'avenir de la filière du traitement du combustible nucléaire MOX. L'équipe de François Hollande assume la disparition du passage. Il nous faut bien évidemment garder la filière MOX. Je me permets de vous rappeler que si on est favorable à l'EPR de Flamanville, et c'est la position de François Hollande, celui-ci fonctionne au MOX. S'il y a des désaccords avec nos amis écologistes, ils doivent faire l'objet de la plus grande clarté. Il est hors de question d'afficher la sortie du nucléaire. Mais le coup de fil passé par les responsables d'Areva aux proches du candidat socialiste jette le trouble sur la position de François Hollande sur ce dossier. Ses proches réfutent l'idée d'avoir cédé au lobby nucléaire. N'écoutez pas avec trop de confiance ou trop d'aveuglement ce que déclarent certaines entreprises dans leur communication. Elles ont un intérêt à faire de la communication. Pour les écologistes, seul l'accord signé initialement avec la première secrétaire du Parti socialiste est valide à leurs yeux. Nous considérons qu'il n'y a qu'une seule parole, qui est celle qui a été donnée par Martine Aubry au nom du Parti socialiste, et nous n'envisageons pas qu'elle puisse être remise en cause. Tout peut arriver en politique, mais la parole donnée en politique, ça compte. Ce week-end, Europe Écologie Les Verts doit ratifier l'accord lors d'un conseil fédéral. Dans cette confusion, ils pourront s'appuyer sur les clarifications de François Hollande. Le candidat s'exprime ce soir à la télévision.
Et la droite profite de ce moment de flottement entre socialistes et écologistes pour enfoncer un coin entre les deux partenaires et dénoncer un troc entre le nucléaire et des considérations électorales. On écoute la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet sur ce sujet. En fait, l'écologie est perdante deux fois. Elle est perdante parce que le parti qui se veut un parti de gouvernement, en l'occurrence le Parti socialiste, n'en traite pas. Et elle est perdante aussi parce qu'elle fait l'objet d'échanges à des fins politiciennes, des circonscriptions, le parachutage de Cécile Duflot à Paris. Est-ce que vraiment des objectifs aussi sérieux, des questions aussi sérieuses que le nucléaire peuvent se traiter de cette manière-là? Moi, je ne crois pas. Et ce soir, sur le plateau du 20h de TF1, François Hollande a rejeté toute idée de troc dans l'accord avec les écologistes. Il a évoqué des concessions nécessaires à faire. Le candidat socialiste a également tenu à rassurer la filière nucléaire sur ses positions. On l'écoute. Ce sont des entreprises publiques, Areva, EDF, ce sont des emplois, il y a des syndicats, il y a des personnels qui se posent des questions. Donc il faut les rassurer. J'ai dit nous maintiendrons Flamanville parce que c'était pour moi une piste de nouvelle génération de réacteurs nucléaires. J'ai dit que sur le retraitement, ce qu'on appelle l'AG, il y aurait la poursuite de cette activité pendant le temps où il y aura du combustible nucléaire à retraiter. Et cette cacophonie entre PS et Europe Écologie Les Verts a quelque peu éclipsé une autre actualité ce matin, celle de la présentation de l'équipe de campagne du candidat Hollande. Une équipe, vous allez le voir, nombreuse et diverse. Les détails avec Bérangère Dinglas. Comme prévu, c'est Pierre Moscovici qui sera le grand ordonnateur. Autour de lui, une équipe si nombreuse qu'elle a du mal à prendre place sur la scène de la Maison de l'Amérique latine. Et personne n'a été oublié, les fidèles de François Hollande comme Stéphane Le Foll, mais aussi les anciens adversaires des primaires. Il n'y aura pas de cacophonie. Au contraire, nous avons veillé à ce que tout le monde soit présent, à ce que tout soit articulé. Et cette fois-ci, les socialistes seront tous unis avec leurs amis radicaux autour de leur candidat. Pour 2012, pas question de renouveler les erreurs de la campagne de 2007 qui avait vu Ségolène Royal se passer du plein soutien de la direction du parti. La première secrétaire Martine Aubry est nommée conseiller politique. Elle sera en liaison permanente avec François Hollande. Moi je suis là pour veiller à ce que le parti se mette totalement au service du candidat. Le mot d'ordre se veut être le rassemblement, entendu dans toutes les bouches. Si l'équipe de campagne fait la part belle à tous les courants du parti et même aux radicaux, ni Ségolène Royal ni Arnaud Montebourg ne feront partie de l'organigramme. Manuel Valls est lui récompensé de son soutien rapide au candidat Hollande. Il prend les rênes du pôle communication. Autour de lui, deux proches de Ségolène Royal, Delphine Batho et Najat Belkacem. Je suis très enthousiaste et fière de la confiance qui m'est faite par François Hollande. Et puis en même temps, je suis grave parce que j'ai conscience de l'ampleur de la tâche qui nous attend, qui m'attend. Le candidat s'entoure d'un cabinet thématique, 22 personnalités chargées d'intervenir sur des thèmes précis. Parmi eux, Vincent Payon à l'éducation, François Rebsamen, le président du groupe PS au Sénat, sera lui chargé de la sécurité. Le débat des éditorialistes ce soir et nous allons évoquer les relations tumultueuses entre socialistes et écologistes, à l'image d'ailleurs d'un couple qui passe de mauvais moments. Réussiront-ils à surmonter leurs différends? On en parle avec notre chroniqueur et l'éditorialiste aux Échos, Guillaume Tabar, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Et David Revaud-Dallon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous également, journaliste au Monde. Alors Guillaume Tabar, on pouvait se douter que les négociations allaient être difficiles entre socialistes et écologistes, que les points de désaccord allaient être nombreux, mais pouvait-on s'attendre à une telle tension entre deux alliés? Surtout que là, il y a eu clairement une entourloupe. Souvenez-vous, il y a eu un mot que Martine Aubry avait employé dans un des débats de la primaire. Elle avait dit les Français disent ils vont nous empapaouter. Là, clairement, dans cette affaire-là, il y a quelqu'un qui a été empapaouté. Alors qui? On ne sait pas exactement, parce que c'est ça qui n'est pas clair. C'est que, là encore, je regardais tout à l'heure dans les 20h, François Hollande d'un côté et Cécile Duflot de l'autre. François Hollande dit que pour lui, c'est très très clair. On poursuit la fabrication du MOX, on poursuit le retraitement des déchets tant que c'est nécessaire. Voilà. Et quelques minutes plus tard à peine, sur France 2, Cécile Duflot dit mais pas du tout, le texte que j'ai entre les mains, c'est le texte officiel, on m'a confirmé qu'il était bon, donc pour moi rien ne changeait. Il y en a forcément un des deux qui se trompe et on peut penser que François Hollande étant quand même le candidat présidentiel, c'est plutôt sa ligne qui va s'imposer. David Revaud-Dallon, qui a été empapaouté?
Justement, je crois que vous avez bien résumé la situation. Finalement, depuis le début, on assiste quand même à un espèce de jeu de dupes, c'est-à-dire qu'on a cet accord qui a été signé au-delà du cas du MOX, sur lequel on va revenir, mais c'est un accord qui constate des désaccords en réalité. Alors il y a eu des concessions importantes de part et d'autre, mais grosso modo, sur les points durs, les points essentiels, c'est-à-dire la sortie du nucléaire et, exemple symbolique, le cas de Flamanville, rien n'a été consensuel. Les socialistes et les écologistes ne sont pas d'accord. Donc, c'est déjà le cadre global. Et maintenant, sur le MOX, effectivement, il y a eu cet épisode un peu rocambolesque. Alors, après enquête, il s'avère que, visiblement, c'est ce qu'expliquent les socialistes, ils n'ont pas vraiment fait attention à ce paragraphe. Ils se sont aperçus hier en plein bureau national, alors même que le bureau national, qui est instance dirigeante du parti, allait avaliser l'accord. Et donc, il y a eu cette espèce de coup de Trafalgar qu'on peut résumer ainsi, c'est-à-dire qu'on a enlevé ce passage qui avant de à l'insu de leur plein gré. Sauf que le problème, c'est qu'on a distribué le texte à la presse et qu'évidemment, tout le monde s'en est aperçu. Il y a un enjeu aussi politique fort pour François Hollande. Depuis le début de cette campagne, depuis le début de la primaire, il est suspecté de ne pas savoir trancher, de ne pas avoir d'autorité, de ne pas prendre de décision. La gauche molle, comme disait Martine Aubry. Or là, sur un sujet aussi important que celui-là, il a absolument besoin de montrer que précisément, il ne dévie pas de sa ligne. Donc il a dit pas de sortie nucléaire et il s'y tient. Pas de renoncement à l'EPR et il s'y tient. Et pour lui, c'est un marqueur, je pense, fort. Donc il s'est renforcé sur son leadership en tous les cas. Alors, si je peux me permettre, non mais vous avez parfaitement raison, mais c'est-à-dire que jusqu'à hier, tout allait bien. François Hollande avait effectivement fait preuve de fermeté sur cette ligne. Il avait un petit peu désamorcé ses accusations de mollesse, de peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est le terme qu'avait employé Martine Aubry, l'homme qui ne tranche pas et qui c'est quelque chose qui lui colle à la peau, puisqu'on voit que l'UMP a repris cet angle d'attaque. Donc hier, tout allait bien. Et patatras, effectivement, on s'aperçoit que cet accord ne tient plus, et tout ça sur un espèce sur 15 lignes finalement, 15 lignes de texte. Et aujourd'hui, ça a rebondi et c'est venu totalement parasiter, mais on va le voir, là, vous l'avez montré, la présentation de son équipe de campagne, c'est-à-dire que on nous vendait aujourd'hui un Hollande enfin organisé, structuré, etc. Et patatras, on a vu qu'entre deux proches de François Hollande, Michel Sapin ce matin, Manuel Valls ce soir, ils sont pas du tout d'accord, ou au moins ils n'ont pas du tout la même expression sur le MOX. L'un veut en finir et l'autre dit qu'on va continuer. Et Guillaume Tabar, comment on peut interpréter l'attitude des écologistes là depuis quelques jours, quelques semaines? Ils ont quand même tapé du poing sur la table, ils ont montré leur fermeté, certains diront leur intransigeance. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont voulu à la fois avoir une posture idéologique pure, nous, sortie nucléaire et on ne transige pas là-dessus, et puis en même temps, ils ont voulu faire de la politique la plus classique, c'est-à-dire négocier, et en clair négocier des circonscriptions. Et là, il y a quelque chose de frappant entre finalement un renoncement symbolique fort de la part des Verts, d'avoir accepté que l'accord ne dise pas noir sur blanc, on sort du nucléaire, on renonce à l'EPR. Mais en même temps, ils ont obtenu l'assurance d'un groupe parlementaire, parce que l'accord prévoit qu'ils ont l'assurance d'un groupe, même en cas de défaite de la gauche. Mais avoir l'assurance d'un groupe, qui dit un groupe vert, alors qu'ils ne l'ont pas seul aujourd'hui, ça veut dire prendre des circonscriptions au PS. Et là, on voit dans le cas de Paris, ou de Lyon aussi, que quand on veut donner des circonscriptions aux Verts, ça fait des malheureux. Et quand les malheureux s'appellent Bertrand Delanoë et Gérard Collomb, on les entend. Ouais. On les a entendus. David, est-ce que les Verts, de manière générale, ils ont compliqué le jeu de la gauche et du Rassemblement? Est-ce qu'on peut parler, dans leur cas, dans le cas de l'écologie politique française, d'une vraie maturité quand on les a vus dans ces négociations? Moi, je ne serais pas aussi sévère que vous. Je pense que les Verts ont joué leur carte. Alors c'est vrai que c'est un parti qui n'est peut-être pas à maturité, mais en tout cas, il est en plein développement. On l'a vu notamment avec les européennes de 2009, si ma mémoire est bonne. Voilà, où ils avaient fait quasiment le jeu égal avec le PS à 0,2%. Depuis, ils se développent. Donc il est normal qu'ils cherchent à s'installer un peu plus dans le paysage politique français et prendre la place finalement de premier partenaire du Parti communiste, qui était le premier partenaire de gauche du PS et qui ne l'est plus évidemment depuis une vingtaine d'années. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et après, il y a un jeu de négociation où chacun durcit le ton, montre les muscles. On a assisté à 2 semaines de scènes de ménage et en réalité, les négociations, elles avançaient pas mal. Vous avez bien résumé la forme. C'était un peu pas pétrole contre nourriture, mais nucléaire contre circonscription. C'était un petit peu ça l'idée. Les Verts, ce qui était difficile pour eux, c'était le point dur d'accepter qu'il n'y ait pas de sortie du nucléaire, pas d'accord sur la sortie du nucléaire. Ils ont un conseil fédéral samedi, ça va être compliqué pour eux d'aller devant leurs instances et d'expliquer qu'ils n'ont pas obtenu cela. Alors la contrepartie, c'est évidemment ces 15 circonscriptions et c'est surtout 2 très belles circonscriptions à Paris et à Lyon qui rendent foudrage, et ça c'est le problème du Parti socialiste. Ce sont des cadeaux en or, ça. Bertrand Delanoë et Gérard Collomb qui sont quand même les maires des 2 premières villes de France, qui est un souci. On va pas faire de détails, mais celle de Lyon, c'est une circonscription qui est sortante de droite. Mais simplement, c'est Philippe Mérieux qui est un partenaire plus que compliqué pour le PS à la région Rhône-Alpes et que Gérard Collomb n'a pas. Voilà.
Et pour parler de la droite, parce que vous en parlez, Guillaume Tabar, l'attitude justement de la majorité, c'est de bonne guerre. Ils profitent de ces divisions, ils dénoncent justement ce troc. Ah bah écoutez, oui, c'est une bonne guerre. Ça, c'est la règle politique classique. Je veux dire que le PS ne s'est pas gêné de pointer les divisions de la droite lorsque Borloo a pris son indépendance, lorsque les centristes ont rué dans les brancards, lorsque l'UMP se divise entre sensibilités différentes. Bon, ben là, cette fois-ci... Avec beaucoup moins d'efficacité, quand même. Non, et puis là, surtout, je veux dire qu'il faut voir qu'on sort quand même d'une longue phase où, en gros, tout semblait réussir au PS. La primaire qui a été un incroyable succès, au-delà même de ce qu'avait pensé le PS, avec quasiment 3 millions de participants, un score net, sans appel, voilà, tout s'est bien passé pour eux. Excellent sondage hier de François Hollande. Voilà, des sondages absolument mirifiques pour François Hollande et qui correspondent à l'état d'esprit réel de l'opinion en ce moment. Donc voilà, donc il y a tout était parfait pour eux. Lorsque tout est parfait, il y a toujours le moment où la roue tourne. Bon, et j'allais dire que le sentiment de flottement que l'on constate aujourd'hui est à la mesure du sentiment de sans faute qu'on avait constaté pendant la primaire. Et puis il y a cette équipe de campagne, cette Dream Team qui est actuellement formée. Alors David Revaudalon, vous suivez vraiment avec attention le PS. Comment vous jugez cette équipe de campagne? Est-ce que c'est une équipe de campagne professionnelle, de guerriers, qui est en ordre de bataille? Alors c'est ce qu'on nous a vendu. Enfin, on nous a vendu plusieurs angles dans cette équipe de campagne. On nous a d'abord vendu une équipe très rassemblée après la primaire. C'est vrai que de ce point de vue-là, du point de vue de la diplomatie interne et de la cartographie du PS, tout le monde est servi. Il y a les amis de Martine Aubry, les amis de Montebourg, de Valls, de Royal. Il y a même Laurent Fabius, qui est le pire ennemi de François Hollande, qui a une place éminente, et ses amis ont des... Donc personne n'a été oublié. Ça, c'est une première chose. Du point de vue de l'affichage, c'est réussi. Alors après, c'est de l'affichage. Ça veut dire que après, il y a le cœur du réacteur, ceux qui vont vraiment faire fonctionner la machine, la vraie efficience, la vraie efficacité de cette équipe. Et là, pour le coup, ça n'a plus rien à voir. Ce sont vraiment des proches de François Hollande, des fidèles qui occupent les postes clés et qui vont les truster. Alors, le vrai problème de cette équipe, c'est qu'elle soit efficace, comme toute équipe de campagne. Ils se sont beaucoup inspirés de ce qui avait raté avant dans les campagnes de la gauche, de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Ils ont pris un préfet, voire même deux, pour occuper le secrétariat général de la campagne, sur le modèle de Claude Guéant. Et donc, ils visent à une organisation parfaite. Simplement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a vu, avec ce cas du MOX et des expressions de deux proches de Hollande totalement contradictoires, qu'il restait quand même des petites choses à caler, que c'est pas parce qu'on présente une équipe que c'est fini. Guillaume Tabar, est-ce qu'on peut parler des porte-paroles de campagne? Ils sont très importants, parce que comme leur nom l'indique, ils portent la parole, ce que pense aussi d'ailleurs le candidat. Il y a des jeunes femmes qui n'ont pas démérité. Il y a Delphine Batho, il y a Najat Belkacem. Est-ce que ce sont de bons profils? Alors, en tout cas, ce sont des personnalités de talent qui sont jeunes, donc qui donnent une image renouvelée de la vie politique, qui ont montré à travers leur mandat parlementaire ou le mandat d'élu local pour Najat Belkacem qu'elles avaient un vrai talent et une vraie solidité politique. Donc ça, je crois que c'est pas du tout ça qui est en cause. Le vrai problème, c'est qu'un candidat qui a 4 porte-paroles, 4 porte-parole ou 0, c'est la même chose. Et David soulignait le cas du préfet pour diriger la campagne. Mais précisément, il y a une vraie différence, c'est que Claude Guéant était, depuis 2002, le directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, donc son vrai bras droit. Donc, il y avait une logique à ce que... Bon, alors là, le préfet qui a été choisi, qui est quelqu'un d'appréciable, qui a eu un parcours qui était en Seine-Saint-Denis, en Franche-Comté, etc., un des premiers préfets issus de la diversité, mais ça n'est pas un collaborateur de longue date de François Hollande. Donc, moi, je trouve que dans cette équipe, qui, c'est vrai, elle est bien équilibrée, il y a beaucoup de monde, mais... voilà, une campagne, c'est quand même 3-4 personnes qui tiennent la boutique. Et à l'arrivée, c'est ce qu'on verra. Peut-être que ça va se resserrer tout seul. Sur le cas des porte-paroles, est-ce que ces 4 porte-paroles que vous nommez vont vraiment porter la parole du candidat? Je n'en suis pas du tout sûr. Et je pense qu'il va plutôt réserver à des proches ou des gens qui ont un certain volume de jeu politique, si j'ose dire, Manuel Valls, Pierre Moscovici, le soin d'aller le défendre lors des débats télé, surtout face au ténor de l'UMP. On le verra dans les prochains jours, les prochaines semaines. Alors, autre sujet d'actualité, messieurs, sur lequel je vais vous demander d'agir, c'est l'ambiance au Sénat. Vous l'avez sans doute remarqué, très agitée en ce moment. Les débats dans l'hémicycle sont souvent très vifs. Je vous propose d'ailleurs de regarder ce florilège de réactions préparé par Aurélien Romano, notamment sur le texte du travail du dimanche. C'était encore cet après-midi au Sénat. Regardez. Votre texte est un texte de régression, est un texte de recul, est une menace pour l'emploi et les salariés dans notre pays. D'échec économique, social et moral. Monsieur le ministre, Madame David souhaiterait vous interrompre. Est-ce que vous l'autorisez? Je vais juste finir. Je suis étonnée que mes collègues ne se soient pas levés encore plus pour applaudir davantage. J'avais cru assister... Allez-y, voilà. J'avais cru assister à un meeting de l'UMP. Vous ne m'empêcherez pas de parler, mes chers collègues. Hurlez tant que vous voulez, ça démontre que vous êtes vraiment très en colère d'avoir perdu cette haute chambre. Madame Procaccia, ce n'est pas vous qui présidez. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Puisque j'ai la parole,
Et avant d'évoquer la question préalable, je veux faire un rappel au règlement. Parce que, Madame la Présidente, nous sommes ici pour débattre et vous n'avez pas eu une attitude de présidente. Certes, vous êtes rapporteur, mais vous nous avez injuriés. Vous vous plaignez d'un côté que les débats traînent et qu'on ne puisse pas aller au fond des textes, et c'est ce qui va se produire, mais de l'autre côté, vous êtes assez spécialiste au groupe CSC pour faire traîner les débats en longueur. Donc le règlement, j'allais dire, lisez-le, retenez-le et appliquez-le à la lettre. Vous gagnerez du temps et nous aussi. Voilà, les débats restent des débats de fond, mais l'ambiance est quand même un peu survoltée. Guillaume Tabar, on n'a pas l'habitude de voir un Sénat. On se croirait à l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est la conséquence logique. On savait bien qu'à partir du moment où le Sénat passé à gauche, qui était un événement historique dans l'histoire de la République, mais que l'attention médiatique allait se porter vers le Sénat, surtout en cette fin de quinquennat, où la gauche veut saisir cette occasion pour faire du Sénat un petit peu le laboratoire de ce qu'elle voudrait faire au pouvoir. C'est justifié ça d'ailleurs. C'est une attaque d'ailleurs de Xavier Bertrand, mais est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est devenu le laboratoire de la gauche au gouvernement? On voit bien que la gauche, elle a fait passer un texte, je crois, aujourd'hui, sur le conseil territorial pour supprimer la réforme territoriale. Donc le texte, bien sûr, ne sera pas effectif, puisqu'il n'y aura pas le vote conforme de l'Assemblée. Mais ce n'est pas uniquement du spectacle, parce que la gauche fait le pari que si jamais François Hollande est élu, il y a un certain nombre de textes qui, une fois votés par une Assemblée, il n'y aura plus qu'à la voter dans l'autre, ou si ça a déjà été voté dans un cas, ça sera voté dans l'autre. Je pense à la question du vote des étrangers, qui avait été voté à l'Assemblée du centre Jospin en 2000, qui va être voté par le Sénat en 2000, ce mois-ci. Donc si François Hollande est élu, il ne restera plus que le Congrès à convoquer. Donc c'est pas tout à fait innocent ce qui se passe actuellement au Sénat. Le centre de gravité des débats politiques s'est un petit peu déplacé de l'Assemblée vers le Sénat, clairement. Oui, le rapport de force parlementaire reste le même. Mais de toute façon, c'est vrai que, et ces images le prouvent, c'est vrai qu'on se croirait au Palais Bourbon. Ça nous fait penser aux séances du mardi avec les interpellations, etc. Mais grosso modo, le rapport de force reste le même. C'est vrai que c'est plus intéressant dans la perspective de la suite. Je crois que François Hollande compte beaucoup sur Jean-Pierre Bel, si d'aventure il était élu, et sur la majorité du Sénat, pour effectivement faire avancer un certain nombre de textes qui étaient bloqués jusqu'ici, comme le droit de vote des étrangers, et puis tous ceux qui seraient amenés évidemment à mettre en place en début de législature. Donc ça va devenir, quel que soit le résultat de la présidentielle, un lieu de la démocratie qui va être regardé de plus en plus. Et nous suivrons tout cela ensemble. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités ce soir. La suite du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. Les sénateurs vont-ils tuer dans l'œuf le tout nouveau conseiller territorial? Ils examinent actuellement la proposition de loi visant à l'abroger. C'est pourtant l'un des piliers du quinquennat de Nicolas Sarkozy, dont l'objectif est de renforcer la complémentarité entre les départements et les régions. Je crois que ce sont ces erreurs que nous attaquons. C'est-à-dire que manifestement, il ne connaît pas les territoires, et notamment les territoires ruraux. Pour proposer la suppression du Conseil général, il faut ignorer totalement quelle est son utilité. Je conçois parfaitement qu'un Conseil général des Hauts-de-Seine n'ait pas le même rôle qu'un Conseil général dans la Nièvre, dans le Lot ou dans le Gers. La discussion devrait s'achever ce soir. À peine arrivé à la tête du gouvernement italien, il enfile la double casquette. Président du Conseil, Mario Monti sera également ministre de l'économie. Autre nouveauté, le regroupement de 3 ministères en un, celui du développement, des infrastructures et des transports, confié à Corrado Passera, patron de banque. Enfin, crédibilité oblige, la majorité des nouveaux ministres sont des technocrates. Au cours de mes consultations, je suis arrivé à la conclusion que l'absence de responsables politiques dans le gouvernement facilitera la vie à l'exécutif dans son travail devant le Parlement, parce que cela enlèvera des motifs d'embarras. Face à la crise de la dette, l'ex-commissaire européen a remplacé Silvio Berlusconi à la tête du gouvernement. 1396, c'est le nombre de postes dans le monde que va supprimer BNP Paribas. Au total, en France, la banque va supprimer 373 postes dans ses activités de financement et d'investissement. L'annonce n'est pas une surprise. Fortement touchée par la crise de la dette, la banque avait annoncé une réduction d'effectifs début novembre. L'annonce suit celle de plans similaires à la Société Générale et au Crédit Agricole. Les banques sont montrées du doigt pour leur
leurs responsabilités dans la crise. Pourtant ce soir, c'est un banquier qui a obtenu le prix d'économie 2011. Michel Pébreau est récompensé pour ses réflexions sur les évolutions de la finance. Les banques françaises d'une façon générale et BNP Paribas à l'intérieur de ces banques françaises en particulier ont beaucoup et bien agi au service de l'économie française au cours des dernières années, puisque ce prix récompense en quelque sorte une action sur plusieurs années. Le directeur de la BNP quittera ses fonctions en décembre prochain. Classé sans suite, Robert Bourgi n'est plus en danger. L'enquête préliminaire ouverte après les accusations de l'ex-conseiller officieux de l'Élysée sur la remise de fonds africains occultes à Jacques Chirac et Dominique de Villepin est classée. De sources judiciaires, les allégations de Robert Bourgi ne peuvent être confortées par un quelconque élément de preuve. Trop de provoque, tu la provoques. Benetton recule ce soir. La marque italienne a décidé de retirer l'image du pape embrassant un imam. Une image qui avait déclenché la colère du Vatican. Dans sa nouvelle campagne, Benetton montre des leaders politiques et religieux en plein French kiss. Nicolas Sarkozy qui embrasse Angela Merkel sur la bouche et Barack Obama qui enlace Hu Jintao. À voir dès demain dans vos journaux. Et puis cette question ce soir, y a-t-il un rapport entre la crise que nous vivons, que nous traversons et la religion? Eh bien pour les évêques, oui, il y a un rapport partout en Europe. Ils prêchent ce sujet, cette idée et proposent, tout comme des responsables politiques, leur solution de sortie de crise. Mais que valent-elles réellement? Mais on en parle ce soir avec nos invités. Monseigneur Bernard Potvin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes le porte-parole de la Conférence des évêques de France. Avec nous également Alexandre Lacroix, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Alors, Monseigneur, les évêques en Europe, notamment en France, ils s'emparent de ce sujet, de cette réalité de la crise. Est-ce que vous estimez que c'est votre devoir? Oui, c'est notre devoir. Tout ce qui est humain nous concerne. La foi chrétienne est incarnée, c'est pas une spiritualité en l'air. Et d'ailleurs, on ne s'empare pas aujourd'hui de la question. On a toujours eu une tradition de passion pour la question politique depuis toujours. Et quand on regarde l'Évangile, il y a dans l'Évangile des phrases percutantes qui sont vraiment depuis toujours là pour nous, qui guident notre réflexion et notre action. Vous donnez un exemple justement de ces phrases. Quand Jésus, par exemple, nous invite à renvoyer à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, c'est tout de même assez parlant. Ça renvoie à la responsabilité du politique, à la responsabilité du spirituel, chacun dans leur domaine respectif. Et la crise, comme vous dites très justement, elle accentue les choses. Vous devinez bien que nous y sommes très attentifs, surtout à l'échelle internationale, puisque l'Église catholique n'est pas que nationale, elle est universelle. Et donc, on a des points d'attention, on a des marqueurs, évidemment, un peu partout, qui nous font être très préoccupés, notamment par les pauvretés, la crise financière, etc. Et on a donc notre regard sur cette société. Vous allez nous expliquer ce que vous préconisez, Alexandre Lacroix, la parole. Les solutions de l'épiscopat sont légitimes, alors que l'on parle de rigueur, pas trop de spiritualité, de crise, de licenciement, c'est très concret. Oui, alors c'est vrai que moi je voudrais déplacer un petit peu le curseur de la réflexion. Je ne sais pas si l'Église catholique a aujourd'hui des réponses face à la crise aussi, de manière plus large, la spiritualité, l'adhésion à un message religieux peut nous sortir de là. Néanmoins, je pense que la religion est une cause lointaine de la crise et de l'endettement. C'est-à-dire que il me semble que d'une certaine manière, l'action économique et l'action en général telle qu'elle est conçue en Occident repose sur une notion du temps très particulière, un temps linéaire, un temps qui n'est pas cyclique et un temps où les choses vont s'améliorant. C'est l'idée de providence. Il y a une garantie, il y a une banque centrale, si vous voulez, qui est Dieu et qui vous garantit que ça ira un petit peu mieux. Il assure tout le monde. Il assure tout le monde. Et il ne fait jamais faillite. Et alors, évidemment, quand on a cette notion du temps, d'un temps linéaire et providentiel, s'endetter, c'est très bien. Si je pense que demain, ça va mieux, s'endetter, c'est très bien. Si je perds la foi, et je crois qu'on est dans une période de perte de foi dans ce temps linéaire et tout simplement dans la croissance et dans la providence et dans ce Dieu qui est notre banque centrale, si on perd la foi, alors là, tout d'un coup, on a ses dettes, mais on n'a plus rien pour les garantir et on se retrouve un peu nu. Monseigneur Potvin. Oui, j'aime beaucoup l'image qui est employée là par Alexandre Lacroix. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup ce que Philosophie Magazine, dont vous êtes responsable, donne comme écho du fait religieux. Par exemple, votre tout dernier numéro spécial sur René Girard, moi, m'a passionné parce que c'est un numéro qui justement pose la réflexion de grands philosophes comme René Girard, justement sur un monde qui est souvent marqué par le violent, marqué par le précaire, marqué par la crise. Et moi, tout ce qui est humain me passionne.
parce que quand on est croyant au Christ comme je le suis, on ne peut que regarder l'homme dans sa précarité et désirer un mieux pour cet homme. Alors, après... Je vais être un peu terre à terre, je vais vous ramener un petit peu justement les pieds sur terre. Soyons concrets, en quoi est-ce que vous dites peut toucher les gens aujourd'hui qui sont confrontés à tous ces problèmes? Écoutez, nous essayons d'être très présents à leur vie. Nous avons vraiment des réseaux très actifs. Je prends simplement l'exemple ce soir du Secours catholique, pour ne prendre qu'un exemple, et qui nous a encore récemment ressorti un rapport absolument alarmiste sur la situation des pauvretés. Et nous sommes très actifs, par exemple, sur ce front de la pauvreté. Nous avons des actions qui ont été réelles aussi en faveur de l'étranger. Elles n'ont pas plu d'ailleurs à tout le monde. Hein. Elles ont donné aussi parfois quelques surprises parce qu'on n'attendait pas forcément les cathos sur ce terrain-là, forcément. On a nos combats, on a nos participations, on est présent au débat des collectivités. Est-ce que ça peut être un combat politique peut-être? Parce que j'ai repris quelques paroles, c'était récemment de Monseigneur André XXIII qui a évoqué une crise du système. Il a appelé les candidats à la présidentielle, c'est très concret, à plus de courage. Et est-ce que selon vous, certains candidats en manifestent plus que d'autres? Oui, bien sûr. On a tous nos lectures de ça. Si vous voulez, l'Église catholique, elle veut redire sa confiance dans le politique. Parce que le politique, il a quand même été passablement discrédité, il a connu ses crises. Et le monde catholique veut faire confiance aux politiques, mais l'appelle à des responsabilités. On est dans des moments extrêmement graves et il faut pas tricher avec l'électorat. Mais l'Église a un candidat? Non, elle n'a pas son candidat, Dieu merci. Je vais reformuler la question différemment. Quel candidat n'est pas du tout celui de l'Église? Est-ce que certains... L'électorat catholique lui-même est pluriel et il faut laisser ce discernement se vivre. Nous sommes là, dans le texte auquel vous faites allusion, pour proposer une grille de discernement. Nous ne sommes pas là du tout pour dicter je ne sais quoi dans ce qui devrait être dans l'isoloir. C'est pas ça notre action. On n'est d'ailleurs pas là pour bétonner une parole catholique hors de la société. On est là pour la rencontrer, cette société. Je donne la parole dans un instant à Alexandre Lacroix, mais par exemple, vous privilégiez la solidarité, notamment européenne. Est-ce que par exemple le discours de quelqu'un comme Marine Le Pen, qui est donc est pour la sortie de la France de la zone euro, donc peut-être pas pour la solidarité européenne, est-ce que cette candidate n'est pas la vôtre, par exemple? Marine Le Pen nous rencontrera sur des thèmes tout à fait opposables aux yeux de notre conscience, si nécessaire, selon ce qu'elle exprimera, comme d'autres candidats nous rencontreront si notre conscience nous semble opposable à ce qu'ils préconisent. Oui, il y a quelque chose qui nous semble fondamental. Il y a des éléments incontournables, mais nous avons une sorte de fil rouge dans notre défense de la vie. Par exemple, si je défends l'embryon, on me dira de droite. Si je défends l'étranger, on me dira de gauche. Alors, vous voyez, ça rend un peu inclassable notre attitude qui se veut spirituelle. Bien sûr. Alexandre Lacroix, vous dites que cette crise que nous traversons n'est pas seulement la conséquence d'une mauvaise gestion, du laisser-faire, du laisser-aller des politiques. Pour vous, ça va beaucoup plus loin. Expliquez-nous. Oui, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure où je commençais à amorcer. Je pense que vraiment, il y a une dimension métaphysique. C'est toute la conception de l'action humaine qui est prise dans cette crise. Comme je disais, on s'endette et on parie sur la croissance, etc. Et la croissance est la croyance fondamentale qui régit l'économie occidentale. Mais cette croyance est elle-même très profondément arrimée à une croyance en un temps providentiel. Cependant, si on approfondit un peu cette question, il y a un petit texte intéressant de Walter Benjamin de 1921 qui s'appelle le capitalisme comme religion. Alors si on approfondit un peu le parallèle, il y a quand même une différence entre la religion, notamment la religion catholique, et puis le capitalisme et la crise du capitalisme. Dans une religion, vous êtes endetté, vous avez une dette envers Dieu, vous avez une certaine culpabilité, il y a le péché originel, vous êtes endetté, et puis il y a Dieu qui garantit ce